Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour cette table ronde sur l'écoproduction dans le secteur audiovisuel. On va naviguer dans le secteur audiovisuel qui est évidemment confronté à la transition écologique. On a des autorités publiques qui commencent à impulser pour que ce secteur prenne des nouvelles pratiques, mais le secteur lui-même se saisit de cette question et commence à investir volontairement dans des actions pour réduire leur empreinte carbone. C'est ce qu'on va voir avec mes invités. Je suis avec Max Herman, vous êtes fondateur de The Green Shot. Bonjour et bienvenue. Merci. Leslie Thomas, secrétaire générale du Centre national du cinéma, le CNC. Bonjour. Patrick Commois, vous êtes haut fonctionnaire au développement durable et à la transition écologique au ministère de la Culture. Bonjour. Bonjour. Et nous sommes également avec Alissa Aubin, vous êtes directrice des opérations chez EcoProd. Bonjour. Alors on va commencer tout de suite avec une introduction pour un petit peu donner les enjeux et le cadre global de cette question de la transition écologique dans le secteur de l'audiovisuel. Et c'est avec Patrick Commois, je vous laisse la parole. Merci beaucoup de cela. D'abord, merci aux Deauville Green Awards de nous donner l'occasion d'échanger sur ce sujet très important. Et comme vous l'avez dit, je pense que c'est un secteur qui s'est saisi très largement, qui continue de se saisir de ces enjeux. Et c'est fondamental d'avoir des espaces comme celui-ci où on discute, où on débat, où des nouvelles idées émergent et où les discussions peuvent se tenir, les débats, et puis essayer de faire émerger des solutions sinon consensuelles, au moins collectives. Alors, peut-être donner le cadrage un peu large. Qu'est-ce que c'est la transition écologique vue de la fenêtre du ministère de la Culture ? On pourrait se dire pourquoi la culture doit se saisir de ce sujet. C'est 2% du bilan carbone, c'est un petit secteur, c'est pas grave. Et puis c'est la culture, donc faisons une exception culturelle là encore. Non, il nous semble, à nous, ministère de la Culture, il semble au gouvernement fondamental que chaque pan de la société, chaque secteur d'activité économique se saisissent de ces questions de transition écologique. Je vais dire comment dans un instant. Nous sommes toutes et tous saisis par la crise climatique, la crise de la biodiversité, et donc aucun secteur n'est à l'abri. Tous les secteurs sont exposés dans leur modèle, dans leur mode de fonctionnement, au plus profond d'eux-mêmes. Et donc si nous voulons justement préserver ce qui fait la force du modèle français en matière de culture, sa singularité, la diversité de la création, l'accès et la participation de toutes et tous à la culture, alors il faut aller au-devant de ces défis, de ces enjeux qui sont majeurs. On essaie de le faire. La ministre a posé en septembre dernier au Centre Pompidou, à l'occasion d'un événement qui s'appelle le Think Culture, les grandes pistes, les grandes lignes de la feuille de route qu'elle assigne au ministère, qu'elle propose au secteur culturel en matière de transition écologique. Alors il y en a 5 que je vais énoncer assez vite, mais avant de faire ça, dire quelques préalables qu'on a eu dans notre raisonnement. D'abord, c'est toute la transition écologique. C'est pas juste la transition énergétique ou la sobriété énergétique ou même simplement la décarbonation, même si c'est fondamental de sortir des énergies fossiles et de baisser les émissions de gaz à effet de serre. Non, c'est cela, mais c'est aussi restaurer le vivant, lutter contre l'érosion de la biodiversité. Et puis c'est aussi s'attaquer à la question de la sobriété en ressources, ce qu'on peut appeler parfois, un aspect de cela, c'est de l'économie circulaire, réduire le prélèvement de ressources naturelles, minières, pourquoi pas, et la production de déchets. Ce sont ces trois aspects, ces trois piliers qu'on essaie d'injecter, pas simplement la sobriété en énergie, même si bien sûr on voit bien l'actualité est là-dessus. Ça, c'est un préalable important. L'autre préalable important, je l'ai dit en démarrant, c'est que le ministère n'est pas tout seul à dire vous allez devoir faire comme ça. D'ailleurs, on va mettre de l'éco-conditionnalité, on va en reparler tout à l'heure. Et puis chacun passe à la toise et c'est nous qui savons ce qu'il faut faire et chacun s'aligne. Non, c'est plutôt dans l'autre sens. Je pense qu'il y a un vrai besoin que les solutions soient partagées, soient débattues, émergent, parce que les crises écologiques remettent en cause les modèles, les situations des professionnels de la culture. Et donc, il faut le faire avec eux, par eux, pour eux. Sinon, on ne va pas y arriver. Et donc, il y a tout un préalable de méthode, d'attitude, de volonté, de cadre, de partage d'informations, de formation, de mesure de ce que nous faisons. On parlera de la mesure d'impact carbone, notamment dans cette table ronde.
tout cela sont des préalables de méthode et ils sont fondamentaux quand on fait la transition écologique dans la culture, comme d'ailleurs dans d'autres secteurs. Alors, les 5 axes que la ministre a présentés en septembre, partant de là, on s'est dit c'est pour tout le champ culturel, pas juste l'audiovisuel, pas juste le cinéma. Mais ça marche, on essaye quand même de faire en sorte que ça marche dans les différents secteurs. Et c'est intéressant parce que du coup, ils peuvent se parler. Et comme le secteur du cinéma parfois est plus avancé que d'autres, que je ne nomme pas maintenant, du coup, on peut partager des bonnes idées qui émergent dans le secteur du cinéma et ça peut alimenter ce qui se fait dans d'autres secteurs. Créer autrement pour de nouvelles pratiques durables. C'est plutôt à ce chapitre-là qu'on met les questions d'éco-production au sens strict, disons, la conception des œuvres, des biens, et également la circulation des artistes, des œuvres culturelles, des expositions. Alors, c'est plutôt là que sont les questions d'éco-production au sens strict. La mobilité, la conception, les décors, la production. Voilà, c'est à cet endroit-là. Le deuxième sujet, c'est pour un numérique culturel sobre. Ça concerne très directement la question du cinéma et de l'audiovisuel, puisque une part forte des contenus numériques qui sont vus, consommés, utilisés par les gens, ce sont des contenus culturels, notamment de cinéma, de séries, de jeux vidéo. Et donc, bien sûr, il faut réfléchir à la manière dont ces contenus leur sont amenés, dont ils sont consommés, dans quel standard on le fait, et s'il n'y a pas des manières plus sobres, plus économiques en ressources et en carbone de le faire. Le troisième sujet, on l'a appelé inventer l'architecture, les paysages de demain, avec une idée que alors, il y a des enjeux qui sont très propres au ministère de la Culture, de conciliation de la transition écologique avec le patrimoine. Ça peut d'ailleurs concerner des salles de cinéma qui sont patrimoniales. Mais plus largement, le bâtiment, l'architecture, le ministère de la Culture et le ministère de l'Architecture aussi. Donc on a un enjeu très fort, nous, d'accompagner la profession d'architecte et d'être aux côtés des architectes pour qu'eux-mêmes accompagnent la société pour imaginer les espaces de vie, le cadre de vie adapté à la transition écologique. Le quatrième sujet, et un sujet vraiment plutôt patrimonial, c'est conserver, préserver pour demain les œuvres, les sites qui sont classés, qui sont protégés en tant qu'œuvres et sites patrimoniaux, à la fois dans une logique de ce qu'on appelle la conservation verte. Par exemple, les matériaux qu'on utilise pour conserver ou restaurer les œuvres peuvent être très toxiques. On peut réfléchir, est-ce qu'il y a des alternatives, est-ce qu'on peut faire mieux ? C'est aussi la température de conservation, un grand sujet d'hiver, un grand sujet d'été, la température dans les musées pour que les tableaux soient... Mais c'est valable aussi pour les films, dans les archives du cinéma. Voilà, donc il y a des enjeux de conservation, puis il y a des enjeux d'adaptation au changement climatique. Les sites patrimoniaux, notamment, sont exposés aux risques climatiques. Et le dernier sujet, qui à mon avis mérite d'être inclus dans un spectre plus large de l'éco-production ou de l'éco-conception, c'est la mobilité des publics. Avec l'idée que, du point de vue du ministère de la Culture, ça doit se faire dans une logique où la culture est toujours accessible et où les gens peuvent toujours participer, venir, aller à la culture. C'est notre rôle, c'est pour ça que le ministère de la Culture existe, pour que les gens puissent se saisir de la culture. C'est dans le décret qui a créé le ministère en 1959, c'est l'article 1er, rendre accessibles les œuvres de l'humanité tout entière, en commençant par les œuvres de la France. Et donc, que les gens aient accès à la culture, puissent participer, comme c'est plutôt le vocable maintenant, la démocratie culturelle, comme on l'appelle, cela est le nerf de notre action. Et donc, comme on sait que des impacts majeurs de carbone sont du côté des mobilités, des publics, quand ils se rendent dans les salles ou quand ils se rendent dans les musées, par exemple, eh bien, il faut que nous réfléchissions. Y a-t-il des alternatives? Peut-on mieux faire? Est-ce qu'on peut les informer? Est-ce qu'on peut pas réfléchir au schéma de transport? Est-ce qu'on peut pas inciter au quatuor? Il y a 1000 choses à faire. Et elles sont du côté du secteur culturel. C'est pas des choses qui seraient extérieures à la culture et qui seraient un contexte qui s'imposerait à nous. On serait les bras ballants. Voilà, ça c'est le cadre dans lequel on est. À partir de là, le ministère de la Culture, il est vraiment dans une démarche, et peut-être je vais m'arrêter là pour cette introduction qui est déjà assez longue, il est dans une démarche, je pense, de voir ce qui émerge déjà, parce qu'il y a en matière de transition écologique des pionnières et des pionniers, on le voit dans chaque secteur, qui sont déjà ces idées de question de transition écologique. Donc ce n'est pas nous, avec cette feuille de route que nous avons lancée en 2022, qui réinventons, découvrons les sujets. Non, on doit partir de ce qui est déjà là, du travail de ces pionnières et de ces pionniers, leur donner de l'écho, faire que ça fasse tache d'huile.
Ça, le ministère de la Culture est dans son rôle. À certains moments réglementés, il y a peut-être des moments où effectivement il faut poser un cadre. Leslie le dira parce que le CNC a procédé comme ça aussi par étapes et c'est très inspirant pour le reste de l'action du ministère de la Culture. Faire tâche d'huile, puis donner des outils, ça peut être des outils de financement, peut-être que j'aurai l'occasion d'en dire un mot. On a notamment un plan de financement d'innovation qui s'appelle Alternative Verte, ça a beaucoup de sens en matière d'éco-production, je donnerai peut-être quelques exemples tout à l'heure, et ça peut être des questions de formation, d'information, trouver de l'information disponible, fiable, simple, ça peut être le rôle du ministère de la Culture. Voilà, je crois que je peux m'arrêter là. Le cas dans lequel on fait le raisonnement est celui-là. Et donc on a essayé de le faire de manière, j'espère que c'était clair dans mon propos, aussi partagé, transverse entre les différentes filières culturelles que possible. Parce que ce qui se passe à un endroit va servir à l'autre. Ça ne sert à rien de réinventer des solutions. Si on est sur un exemple d'actualité, le décret tertiaire, voilà, un grand beau sujet de sobriété énergétique pour le coup. Voilà, là nous sommes dans un lieu qui est un lieu à la fois, enfin qui est salle de spectacle, qui est un lieu patrimonial. Voilà, et donc voilà, le décret tertiaire qui nous demande de faire des économies d'énergie et donc de carbone, c'est un sujet qui est transverse à toute la culture. Il faut qu'entre les musées, les salles de spectacle, les salles de cinéma, etc., je ne veux pas toute la typologie des lieux imaginables, il faut qu'on se parle, qu'on réfléchisse, parce qu'il y en a qui sont au croisement. Un monument peut être à la fois un monument historique qui abrite un musée ou un monument qui abrite une salle de spectacle, ou parfois les deux. Donc parlons-nous, faisons des transverses. Ça, c'est un point d'attention pour nous. C'est intéressant ce que vous dites, parce que ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a pas d'exception culturelle verte. Et en tout cas, c'est vrai que ce n'est pas forcément le premier secteur auquel on pense quand on pense de la transition écologique, mais en effet, il y a cet effort qui est fait, à la fois des acteurs du secteur et puis des autorités publiques, et vous en avez parlé sur tout votre plan. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, justement, vous avez dit, il y a des pionniers, des pionnières. Quel est l'état des lieux réellement? Qu'est-ce qu'on peut dire sur, est-ce qu'on en est au tout début, on en est à la prise de conscience, on en est à mesurer, on en est à agir. Est-ce que vous pouvez dire un mot là-dessus, Patrick? Et puis après, Leslie, sur le Je pense CNC. que le CNC, si on parle d'éco-production dans le secteur audiovisuel, est beaucoup mieux placé que moi pour détailler, pour faire le zoom sur ce secteur-là. Dans la généralité, c'est inégal d'une filière culturelle à l'autre. Moi, je pense que dans la société française, il y a maintenant une bonne prise de conscience, au moins de l'enjeu climatique, de l'enjeu énergétique certainement, mais même de l'enjeu climatique. La mesure, c'est aussi inégal. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail excellent que les personnes qui nous écoutent connaissent sûrement du Shift Project, qui a quand même vraiment fait cet effort de mesure, d'objectivation de la situation. Ce n'était pas le cas sur tous les sujets, sur toutes les typologies de structures ou d'événements culturels, mais il y avait quand même pas mal de choses. Il faut qu'on complète cela. Donc le ministère est en train de mettre en place ce qu'on appelle des référentiels carbone, si on parle de bilan carbone. Donc là, il y a une bonne prise de conscience, je crois, et aussi dans les secteurs professionnels eux-mêmes, une assez bonne mesure, même si elle n'est pas complète, on est en train de le compléter. Et après, maintenant, on est bien sûr il faut opérationnaliser tout propos. Si on est sur le sujet biodiversité, ressources, moi c'est pour ça que j'essaie d'insister, de ne pas lâcher ces deux sujets, et le ministère est assez engagé là-dessus. Je pense que la prise de conscience est moins forte dans la société en général, et aussi dans nos secteurs. Et d'ailleurs, quand vous dites « Ah, mais on est aussi saisi par la crise de la biodiversité, la 6e extinction de masse des espèces, du vivant », les gens disent « Ah bon, mais dans un musée, c'est quoi? Pourquoi une salle de cinéma est concernée, quoi ?» Enfin, une salle de cinéma est très, très concernée par la crise de la biodiversité. Ou un studio de tournage. Un studio de tournage aussi. Enfin, voilà, tout l'écosystème est très concerné. Alors, Leslie Thomas, justement, côté CNC, comment vous voyez, si on faisait un petit état des lieux, là on met sur pause et on se dit où on en est au niveau des sociétés de production, cinéma, audiovisuel? Alors, déjà, je voudrais rajouter en complément de ce que Patrick a dit, qu'effectivement, le secteur du cinéma et l'audiovisuel, il est peut-être un peu plus en avance que d'autres secteurs d'activité qui relèvent du ministère de la Culture, mais c'est aussi lié à la présence d'acteurs historiques qui se sont très vite, très tôt engagés dans ces démarches-là. Je pense notamment à Ecoprod, dont Alissa est la représentante de ce jour, mais c'est extrêmement important aussi de dire, et Ecoprod, au départ, ce sont des professionnels qui se fédèrent. Donc ça veut dire que ce sont bien les professionnels qui prennent l'initiative. Et ça, c'est extrêmement important, accompagné par l'ADEME, mais en tout cas, c'est extrêmement important de dire que c'est pas quelque chose qui est hors sol, c'est quelque chose qui est vraiment né de la prise de conscience des professionnels. Désormais, la puissance publique, que je représente pour le CNC, intervient dans ce domaine-là, le ministère de la Culture s'en empare, mais c'est sur un terreau qui est déjà défriché. C'est extrêmement important de le dire, et c'est de la complémentarité de nos actions
qu'on va pouvoir faire avancer les curseurs. Ça, c'est un premier point. D'où on part? Alors ça, c'est la grande question. The Shift avait d'ailleurs fait une première estimation, EcoProd a travaillé aussi sur ces questions-là. On considère qu'aujourd'hui, le secteur de l'audiovisuel représente 1,7 million de tonnes par an carbone. Bon, c'est une approximation. Un des enjeux pour nous, CNC, c'est justement à travers les obligations réglementaires qu'on met en place de pouvoir documenter et objectiver ce point de départ pour que l'objectif de neutralité carbone qui s'impose à nos secteurs comme à l'ensemble des secteurs, il faut aussi le rappeler, on sait où on va. On sait ce que la stratégie nationale bas carbone a défini comme objectif. Donc 2050, c'est la neutralité carbone. Il faut bien qu'on prenne le chemin et qu'on s'embarque dans cette... alors certains diront contrainte, moi je dis opportunité, d'autres disent ambition. Voilà, c'est extrêmement important. Donc on part d'une estimation qui aujourd'hui dit c'est 1,7 million de tonnes par an. C'est l'équivalent de la ville de Reims, donc ça donne une échelle. Donc effectivement, si on compare ça à l'industrie automobile ou si on compare ça à d'autres industries, ce n'est pas forcément ce qui a le plus de poids. Pour autant, il y a un aspect qui est extrêmement important, c'est que nos secteurs ont une puissance médiatique forte, symbolique énorme, et qu'il faut aussi jouer là-dessus pour faire bouger et évoluer les uns et les autres, que ce soit les professionnels, les spectateurs, les citoyens, les administrations, voilà, l'écosystème dans son ensemble. Alors justement, ça m'intéresserait, vous avez parlé de pionniers, et puis on a là deux sociétés qui sont très en avance, enfin deux représentants justement de pionniers, on va dire. Si je prends EcoProd, Alissa, qu'est-ce qui a généré justement cette envie d'y aller très vite, avant même qu'il y ait l'impulsion ou l'aide ou le soutien du ministère ou des acteurs publics? Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on se positionne et ce que ça veut dire comme machine à entraîner là-dessus? Alors EcoProd, en effet, ça a été fondé en 2009, donc c'est vrai que c'est assez pionnier. Même au niveau international, on se rend compte que c'était un des premiers collectifs à se poser la question de l'éco-production. Et d'où ça venait? En fait, ça venait vraiment de, comme le disait Leslie, des professionnels qui se sont rendus compte que le secteur audiovisuel avait également un impact, même si ce n'était pas le pire des secteurs, et qu'on avait cet impact médiatique aussi, et qu'il fallait avoir un espace de concertation pour avancer ensemble et main dans la main pour réussir cette transition. Et c'est ça qui est beau dans cet esprit collectif qu'on a au sein d'EcoProd et aussi dans d'autres associations, c'est qu'on a en fait des sociétés qui sont concurrentes, mais qui se mettent autour de la table et qui se disent ok, comment est-ce qu'on change nos pratiques ensemble, comment est-ce qu'on crée aussi des outils communs, parce que ça c'est un peu la deuxième mission d'EcoProd après l'espace de concertation, c'est la création d'outils communs. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour nos membres, c'est d'avoir des référentiels communs, de partager les bonnes pratiques et d'avoir le plus d'éléments concrets possibles pour éviter de faire du grand blabla et des grands discours et d'être vraiment dans le concret de comment est-ce qu'au jour le jour on change nos pratiques pour la production de films. Donc ça a créé le calculateur carbone qu'on a lancé en 2012 déjà. Là, plus récemment, le label EcoProd qui en fait liste des critères d'éco-production. Et c'était important pour nos membres d'avoir un seul et même référentiel pour pouvoir se dire ok, mon voisin aussi se met dans cette optique-là, et il se met dans cette optique-là avec les mêmes contraintes que moi, et donc j'ai envie de m'y mettre. Et donc là, on a plus d'une soixantaine de productions qui ont déjà adopté le référentiel, notamment des productions Canal ou France Télévisions, et voilà, qui se mettent donc en état de marche. On reviendra un petit peu sur les outils plus précisément. Là, je faisais un premier tour et je vais finir par vous sur le côté justement état des lieux, Max Hermans. Pourquoi on se lance là-dedans? Vous, The Green Shot, un peu en mode start-up finalement, on investit ce sujet dans ce secteur. Quelle est la raison et comment ça fonctionne, quoi? Oui, alors nous, on a commencé à travailler dessus en 2018. On a toute une équipe qui vient vraiment du terrain, donc on travaille sur des productions de films et l'analyse qu'on a faite sur le terrain était toujours le fait que la production suivait son cours un petit peu comme d'habitude, et puis on avait un éco-référent, un sustainable manager qui venait et qui mettait des petits piqûres là où il pouvait dans le flux de production. Notre analyse dès le début était de dire non, la durabilité et cette notion environnementale doit faire partie inhérente du flux de production, et on va construire un outil pour faciliter, connecter, simplifier aussi la vie pour les producteurs sur la collecte de données et sur aussi les actions qu'eux peuvent faire concrètement sur le tournage. Alors on reviendra après. Maintenant, je voudrais voir niveau public.
là, les deux, qu'est-ce que vous imposez? Qu'est-ce que vous impulsez? Comment vous soutenez les acteurs qui ont très envie et qui se sont déjà mis dans cette phase de transition écologique? Alors peut-être en commençant par le ministère et après sur le CNC. Oui, le CNC fait tout et je fais le reste, comme c'était la blague à une époque. Ouais, je crois. Il y a évidemment la question épineuse de est-ce qu'un jour ou l'autre, on sera obligé d'avoir des subventions, mais qui seront conditionnées à certaines pratiques environnementales. Alors expliquez-nous tout ça, parce que c'est un petit peu le point le plus sensible peut-être de cette façon de soutenir. Oui, alors je vais juste reprendre, faire une petite introduction. En 2021, dans la continuité des chantiers qui sont portés donc, par des opérateurs qui sont notamment présents ici aujourd'hui, le CNC annonce son plan action. Le plan action, il vise d'abord à compter. Donc on met en place un observatoire de la transition écologique de manière à pouvoir objectiver la situation de nos filières et avoir de la data qu'on remet en partage avec la profession pour savoir d'où on part. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Le deuxième axe, c'est former. Donc là aussi, on s'inscrit dans la continuité d'un certain nombre de propositions qui étaient déjà existantes. Et nous avons choisi de former les étudiants, donc les futurs professionnels, puisque les partenaires sociaux se sont emparés de la formation continue. Et donc on a aujourd'hui une offre extrêmement qualitative en matière d'éco-référents. Vous en parliez tout à l'heure. Et le troisième élément structurant pour nous, c'est effectivement conditionner les aides publiques au respect par leurs demandeurs d'un certain nombre de conditions. En l'occurrence, depuis le 31 mars dernier, vous voulez bénéficier des aides publiques, vous devez fournir des bilans carbone prévisionnels et définitifs de l'œuvre produite. Je reprécise qu'on demande des bilans carbone, pas un résultat. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la trajectoire que fait une boîte de prod, une équipe, entre un bilan carbone prévisionnel, qui est la traduction du devis du film, et le bilan carbone définitif, qui est la traduction du réel. Ce qui nous intéresse, c'est la trajectoire, c'est le chemin parcouru par l'équipe, de manière à ce qu'il y ait une véritable appropriation des enjeux. Et ça revient à ce que vous évoquiez d'ailleurs, on est tous très cohérents. C'est qu'à travers cette démarche-là, l'idée, c'est de pouvoir comprendre que son activité professionnelle et son activité économique, elle a un impact, et que les leviers, ils sont à la disposition des producteurs et des équipes. Voilà. Donc, si je comprends bien, en fait, si je viens vous demander des aides en tant que société de production, je dois vous fournir une mesure, les données sur mon prochain tournage, simplement à ce niveau-là. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne demande pas d'action sur mon tournage ou de choix différents par rapport à ces mesures que j'aurais prises. C'est vraiment une première étape de prise en compte de l'impact du tournage ou de la production sur l'environnement. C'est exactement ça. Simplement, vous ne le faites pas n'importe comment non plus, puisque vous êtes obligé de passer par des outils de calcul carbone des œuvres qui ont été homologués par le CNC. Donc, EcoProd a son outil, le Carbon Clap, Sequoia a son outil, le Seco2. On aura certainement d'autres opérateurs dans les années à venir. Mais l'idée, toujours parce qu'on veut pouvoir harmoniser les données et on veut pouvoir comparer ce qui est comparable, on est obligé pour ce faire d'utiliser les outils de calcul carbone des œuvres qui ont été homologués par le CNC. Et nous ne sommes pas, je le dis parce que c'est un objet de confusion, nous ne sommes pas aujourd'hui dans une exigence quant aux résultats atteints, parce qu'on est d'abord dans une économie du prototype, et que donc c'est difficile de comparer même ne serait-ce que deux documentaires entre eux, ou deux séries entre elles, ou deux longs métrages entre eux. Donc on est à cet endroit de vraiment la mesure et l'appropriation des dynamiques et l'appropriation des logiques, de manière à ce que le jour où on se fixera collectivement des objectifs, eh bien on aura une profession qui ne subira pas, mais qui saura faire. Donc vous anticipez un peu, mais un jour ou l'autre, ça pourrait tomber parce que ça serait la logique des choses d'entraîner, en fait, d'aller dans ce sens-là, puisque comme vous le dites, il y a quand même une impulsion déjà même des acteurs eux-mêmes. Donc ça serait pour un petit peu formaliser quelque part ces objectifs. C'est pas à moi de dire maintenant, là en 2023, ça démarre à peine. Et donc cette obligation de faire le bilan carbone avant et après les tournages, donc
voyons déjà ce que ça donne. On va avoir enfin, c'est ce que disait Leslie, on va avoir plein de données, ça va être extrêmement riche, ça va permettre de cibler les priorités aussi, de se dire les grands enjeux sont là, les grandes difficultés sont là. Peut-être pour compléter mais c'est vrai, enfin, la question, l'éco-conditionnalité, le débat, la discussion est sur la table, et c'est quelque chose dont on se parle, et je pense que c'est bien qu'on s'en parle, parce que c'est comme disait Leslie, on est tous engagés par les engagements internationaux, le Pacte de Paris pour le climat, européens, nationaux, et donc on a ces trajectoires, nous devons tenir ces trajectoires, et donc chaque secteur, pour ce qui le concerne, doit faire sa part du chemin. Et donc bien sûr, il faut qu'on se pose la question, mais il faut qu'on le fasse en bon ordre, avec la bonne donnée, intelligemment. Peut-être en complément de ça, se dire, j'ai mentionné les financements, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que fait le ministère je pense qu'une partie du travail, Leslie a mentionné les formations, c'est fondamental. Je pense qu'il y a des moments où on ne sait pas. Et donc outils de mesure, il y a des aspects de mesure qu'on n'a pas aujourd'hui, il faut peut-être le compléter. On a donc ouvert cet appel à projet, il y en a eu un en 2021-22, là on l'a rouvert sur 23-24 et à 25 millions d'euros sur l'ensemble des sujets, notamment l'ensemble des sujets de transition écologique, notamment le sujet de mesure d'impact, mais pas que. Dans l'appel à projet précédent, on avait aussi des questions de ressourcerie. C'est un grand sujet dans le monde du cinéma, des tournages, les ressourceries, pour éviter de jeter les décors ou les costumes une fois les productions passées. Donc ça a été financé dans le cadre de cet appel à projet qui s'appelle Alternative Verte. Un autre exemple encore, tout ça est autour de l'innovation. Une ressourcerie, c'est une innovation de méthode, de fonctionnement. Et puis il y a des innovations au sens technique, très logiciel ou de mode de fonctionnement industriel quasiment. Et donc ça a été le cas sur les effets spéciaux, avec l'idée de se dire est-ce qu'on peut faire des effets spéciaux de cinéma avec des impacts, une consommation énergétique, donc impact carbone réduit. Donc il y a des studios qui sont accompagnés par l'État, c'est l'État, le France 2030 et donc ce programme Alternative Verte pour faire des studios avec un impact moindre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et puis, mais moi, je partage je crois que c'est le fond du sujet. On doit y aller par étapes. Et donc, la logique du plan d'action, comme l'a dit, mais c'est vrai dans les autres secteurs culturels que suit le ministère. On doit pas mettre la charrue avant les bœufs. On doit avoir une idée. Et je pense que les professionnels nous attendent là-dessus. On doit dire, le cap, il est là. Oui, il faut décarboner. Oui, il va falloir utiliser moins de ressources. Oui, il va falloir faire plus attention aux impacts sur le vivant. Oui, ça, on ne va pas lâcher là-dessus. Et donc, le ministère sera vraiment assez clair. Et s'il faut l'éco-conditionnalité pour ça, on se le dira à un moment. Et je pense que tout le monde le verra et on ira. Mais avant cela, il y a quand même des étapes et des outils. Un point de complément que je voulais rajouter, c'est que la ministre de la Culture a annoncé au Festival de Cannes les 68 lauréats de l'appel à projet France 2030, la grande fabrique de l'image. Pour ceux qui ont ou candidaté ou pour ceux qui ont regardé les termes de cet appel à projet, les questions de production durable et responsable sont fondamentales. L'État investit 350 millions d'euros. Il y a donc des contreparties environnementale à cet investissement lourd, de manière à doter la France d'un appareil productif qui soit à la hauteur d'une ambition internationale en matière de studio de tournage, de studio d'animation, d'organismes de formation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que la société civile ne comprendrait pas que nous fassions des efforts d'une telle ampleur sans s'engager dans une transition, puisque l'échéance de 2050, quand on investit 350 millions d'euros, c'est pas pour 2024 et 2025, c'est vraiment dans une perspective de long terme. Et donc aujourd'hui, que ce soit sur des productions, ou là c'est pas de l'investissement, c'est du fonctionnement, mais que ce soit sur des productions ou que ce soit sur des studios, on est dans des logiques où on intègre désormais ces priorités-là. On avance sur les tournages. Qu'est-ce que ça représente? Et peut-être justement The Green Shot et EcoProd, je pourrais vous appeler par vos prénoms, Max et Alissa, nous expliquer quels sont les postes où ça joue beaucoup. On a parlé des décors, on a parlé des effets spéciaux qui peuvent remplacer des tournages peut-être qui sont impactants sur l'environnement. Où est-ce que ça se joue le plus? Là où il faut focaliser? Comment vous récupérez les données avec un outil donc spécial? Je commence par vous, Alissa. Alors la question de qu'est-ce qui a le plus d'impact, je la trouve toujours assez compliquée parce que ça rejoint ce que disait Patrick tout à l'heure, c'est que oui, quand on regarde un bilan carbone, on peut dire globalement, sur la majorité des tournages, c'est les déplacements qui vont avoir le plus d'impact. Mais en revanche, un bilan carbone, ça ne prend pas en compte l'impact sur la biodiversité, ça ne prend pas en compte l'impact des ressources. Et donc on a aussi tout ce qui est la construction des décors, qui est extrêmement gourmand en ressources.
et qui en plus est encore dans beaucoup de cas dans une logique aussi de gaspillage. Il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas à l'écran, donc toute la logistique derrière, le fait de devoir nourrir toute l'équipe, où là en fait il y a plein de choses à mettre en place qui sont très simples, qui ne coûtent pas plus cher et qui en plus rendent les gens heureux parce que on parle de nourriture. Après il y a aussi tous les impacts du numérique qui sont pas simples à voir puisque justement on ne les voit pas. Donc là on va être plutôt sur tout ce qui va être post-production, animation, et justement on lance la semaine prochaine au Festival d'Annecy un guide sur l'animation responsable. Voilà, donc il y a vraiment plein de sujets, et c'est ça qui est intéressant aussi et essentiel, qui rend encore plus essentielle notre transition à nous dans le secteur audiovisuel, c'est qu'on est comme une sorte de modèle réduit de la société et que finalement on touche un peu tous les sujets de la transition et qu'il faut qu'on agisse sur plein de sujets différents, ce qui rend cette transition complexe mais aussi passionnante, parce qu'en fait on a plein de choses à réinventer et c'est aussi ça nos métiers, c'est d'être créatif et de trouver de nouvelles solutions pour faire les choses. Et si je peux juste revenir sur l'importance de mesurer, qui est vraiment évidemment essentiel, vous l'avez dit, pour se fixer des trajectoires et aussi pour ne pas se frustrer en cours de route, parce qu'en fait ça donne des éléments tangibles de chaque année, on se dit on réduit de temps, et aussi il faut se dire on ne réduit pas de temps juste d'un film à un autre ou d'une société au sein d'une même société, mais au niveau du secteur et après plus largement au niveau national. Et donc calculer, ça permet vraiment d'avoir ces chiffres-là. Mais en revanche, j'ai parfois un peu l'impression que ça cache un peu, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que maintenant tout le monde est concentré sur on va récolter des données, on va calculer notre impact carbone, et du coup il passe beaucoup de temps là-dessus et c'est important. Mais en revanche, on sait que, je ne sais pas si je fais une comparaison un peu hasardeuse, si je veux faire un régime, je sais que je veux perdre 10 kilos, je n'ai pas besoin de me peser tous les jours pour savoir qu'il faut que je change mes habitudes, qu'il faut que je change la manière dont je mange, qu'il faut que je bouge plus, etc. Donc, en fait, ça va ensemble. Il faut calculer, mais en même temps, il faut agir maintenant, tout de suite, et on sait ce qu'il faut faire. On a les solutions, donc allons-y. Justement, si on reparle de votre calculateur, c'est quoi? Donc, j'intègre les données, même si on ne va pas passer tous les jours à regarder les données, mais j'intègre les données et ça me donne un petit peu une vision de est-ce que mon tournage est vertueux ou pas vis-à-vis de l'environnement? Alors nous, la manière dont on a pensé le Carbon Clap, c'est qu'on demande aux productions, donc on a essayé de penser comme si on était dans la tête d'un directeur ou d'une directrice de production, c'est-à-dire on a essayé de penser l'outil avec les mots du métier. Et donc l'idée, c'est d'entrer dans le calculateur carbone des données d'activité du tournage, de la pré-production jusqu'à la post-production. Donc les données d'activité, ça va être des données physiques, le nombre de kilomètres parcourus, l'énergie consommée, le nombre de repas, le nombre d'hébergements, etc. Et ça va être aussi sur certains sujets des données financières. Donc par exemple, ce qu'on a utilisé comme pour acheter des décors ou des costumes. Des budgets, voilà, c'est ça. Et donc, quand on est sur des données financières, je précise juste ça, on est beaucoup moins précis puisque derrière 100 € de costumes, il peut y avoir des costumes de fast fashion ou des produits de seconde main et ça n'aura pas du tout le même impact. Et donc, on rentre toutes ces données dans le Carbon Clap. Donc, l'outil est vraiment pensé pour aider et simplifier la récolte des données et la saisie des données. Et à la fin, le plus important, c'est à la fois le chiffre total. Donc, je ne sais pas, votre film émet 100 tonnes de CO2. Mais finalement, 100 tonnes de CO2, ça ne nous dit pas grand-chose. Donc, ce qui est important, c'est qu'on a tout un tas de graphiques dans l'outil qui nous indiquent quelle est la phase de production la plus impactante, quel est le poste le plus impactant. On peut aller vraiment dans le détail de est-ce que c'est les repas, est-ce que c'est l'énergie, est-ce que c'est les déchets. Et donc, c'est à partir de ces données-là qu'on va aussi savoir sur quel poste on va devoir agir en priorité. Alors, et c'est là que The Green Shot aussi peut aider sur le recueil des données par rapport à leur impact financier et environnementaux, c'est ça? Expliquez-nous comment ça fonctionne exactement, votre outil. Oui, nous, c'est vraiment ça l'analyse. Donc, comme Alissa vient de le dire, pour remplir un outil pour réaliser son bilan carbone, aujourd'hui, on a besoin d'énormément de données, de collecte de données vraiment destinées à ça. Notre analyse est que tous les films récoltent déjà toutes les données. Pourquoi? Parce qu'ils ont un budget à tenir et donc on doit savoir quelles sont les dépenses de transport, de budget, de logement, etc. L'outil GreenShot aujourd'hui, il fait ça. Il récolte toutes les données pour, d'un côté, les mettre disponibles en temps réel pour le producteur, pour le côté financier, mais on les analyse différemment, entre guillemets, pour les rentrer dans le bilan carbone. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, on va au restaurant avec l'équipe dans un dîner de repérage, on va avoir une note de restaurant à 200 €.
c'est tout ce qui intéresse le budget, c'est de dire j'ai un ticket avec un repas à 200 €. Ce qui va intéresser un bilan carbone, c'est de savoir combien il y a de repas viande, végétarien, vegan. On va dans cette finesse de détail-là dans le Carbon Club. Nous, la proposition aujourd'hui, c'est de dire on a un seul interface dans lequel on rentre cette information. Donc concrètement, le technicien prend une photo du ticket. Avec ça, nous, on voit que c'est un ticket de repas à 200 €, on va le mettre à disposition du producteur. Mais on voit chaque ligne qu'il y a dessus, on va l'interpréter, on va le mettre dans le bilan carbone avec une API qu'on est en train de développer avec EcoProd. Le résultat de ça, c'est qu'on insère toute cette collecte de données carbone à chaque instant dans le flux financier. Donc un producteur dans notre solution, qu'il le veuille ou non, voit le bilan carbone de chaque ligne de son budget. Et donc on rejoint un peu le CNC dans cette volonté de uniquement mesurer pour l'instant, de ne pas contraindre, vraiment juste mesurer, avoir un chiffre. Chacune des parties prenantes du film, que ce soit un technicien, un chef de poste ou un membre de la production, a accès à cette information à tout moment. Et alors, en termes d'éco-conception, par exemple, parce que ça, c'est des choix qui seraient faits en amont, j'imagine que ça va venir aussi. Ça, évidemment, on ne peut pas les repérer dans votre outil parce que ça serait des choix différents de ce que vous voyez finalement sur le papier en termes d'euros et puis de choix de matériaux ou quoi. Bien sûr. Donc, ce dont on parle, la collecte de données, on s'intéresse à une information, une donnée qui a déjà été réalisée. Tout l'effort, que ce soit monétaire ou environnemental sur un film, la majorité peut se faire ou se fait en préparation. Une fois que le film est lancé et que le train roule, c'est très compliqué de changer des choses au jour le jour comme ça. Par contre, si en préparation, on a des vraies considérations sur énergie, transport, où est-ce que je vais sourcer mes matériaux, qu'est-ce que je vais faire de ces matériaux une fois que j'ai fini, étant donné que je tourne dans telle ou telle ville, c'est là où on va pouvoir vraiment réaliser des vraies économies à la fois financières et carbone. Mais dans le meilleur des mondes, on pourrait se dire que sur votre appli, j'ai ce que j'ai réalisé et on me propose ce que j'aurais pu faire qui puisse me permettre de gagner en termes d'empreinte carbone. C'est exactement ça qu'on fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mesurer, avoir des kilos de carbone disponibles pour mesurer, c'est évidemment important. C'est ça la base qu'on a aujourd'hui. En tant que technicien ou chef de poste, savoir que j'ai émis 50 ou 500 kilos de carbone ne va pas m'aider à beaucoup réduire à ce stade-ci. Ce dont on a besoin, nous, au terrain, c'est connaître les fournisseurs locaux pour l'économie circulaire, connaître les postes possibles pour se brancher au niveau énergétique, c'est d'avoir toutes ces solutions de terrain. Et ça, c'est ce qu'on met à disposition dans notre solution, c'est-à-dire des fournisseurs qui soient certifiés ou non, des matériaux et également de l'éducation continue avec des notions sur les matériaux recyclables ou non. Patrick, vous vouliez commenter Leslie et Patrick. C'est toujours dans ce sens. Hein, donc, oui, tout à fait. Dans le protocole d'homologation des calculateurs carbone que le CNC a établi avec les diffuseurs, les chaînes de télévision, France Télévisions, TF1, M6, Arte, Canal+, cette dimension-là d'accompagnement des professionnels pour que ce ne soit pas juste un décompte sec, mais véritablement une incitation à changer les pratiques et puis des solutions ou des propositions. Ce sont des éléments qui sont fondamentaux. Sinon, on est dans un calcul un peu stérile. L'idée, c'est vraiment de faire évoluer des pratiques professionnelles. Donc, pour faire évaluer des pratiques professionnelles, vous avez raison, il faut compter, mais il faut surtout inciter, montrer quels sont les leviers à la disposition d'un directeur de prod, d'un régisseur, voilà, et leur donner la capacité de préparer différemment. En fait, on est vraiment dans une démarche de conduite du changement. C'est ça qui est extrêmement important. Et cette conduite du changement, je le dis d'autant plus aisément que nous, on nous a fait le reproche de ne pas être plus coercitif, hein, voilà, parce que c'est forcément déceptif ce que fait le CNC à certains endroits. Mais justement, le pari qu'on fait, c'est de ne pas être dans la coercition, bien qu'on le soit, parce que exiger des bilans carbone, c'est déjà une première contrainte. Mais c'est vraiment d'embarquer une filière et de faire en sorte qu'on puisse tous s'aligner petit à petit et s'embarquer dans cette logique de si on veut continuer à produire, il va falloir produire différemment. Patrick, vous vouliez commenter ? Oui, je pense, c'est aussi par rapport à ce que vous disiez sur ce fait qu'on ne doit pas faire des bilans tout le temps et le bilan carbone ne mesure que le carbone. Moi, par analogie avec d'autres secteurs et aussi avec l'industrie, ce dont on a besoin, peut-être dans le moyen terme, et en tout cas, nous, on y réfléchit au ministère de la Culture, dans ce secteur comme dans d'autres, c'est de ce qu'on appelle de l'analyse de cycle de vie, ACV. En fait, c'est pas, là, on est sur le segment du milieu, la production. C'est déjà fait, voilà. On a fait des choix. Mais il y a des choix qui ont été faits au moment du scénario, et puis il y a des choix qui seront faits au moment de la diffusion, de la distribution. Et tout ça, c'est l'impact, les impacts.
on voit émerger, c'est le cas dans l'architecture, sans surprise, mais ça existe dans des secteurs très industriels aussi, peut-être le livre, des outils qui sont plus sur l'ensemble de la chaîne et en prenant en compte aussi ces autres aspects, les matériaux, l'impact sur le vivant, sur la biodiversité. Et donc il y a des choses qui existent, c'est-à-dire que le guide de Spark News pour les scénaristes, pour les producteurs, voilà, ça approche grand spectre, pas juste le carbone, et dès le départ, dès la conception de l'œuvre, si on veut, les choix qu'on va faire de narration, quelle histoire on va raconter. Donc ça permet d'avoir cette approche. Peut-être après on aura besoin, peut-être à un moment, si on arrive, mais c'est peut-être un peu ambitieux, d'avoir des outils qui permettent de rentrer ces différents éléments de manière assez simple, pour pas être trop ciblé sur le maillon du milieu de la production et sur cette histoire du carbone. Mais Alissa, est-ce que c'est envisageable côté EcoProd d'être vraiment en amont, ou côté The Green Shot aussi, puisque c'est un peu les mêmes idées de donner des outils à ces boîtes, à ces sociétés de production? Alors c'est vraiment l'ambition du label, puisque le label il prend en compte les aspects carbone, mais aussi l'impact sur la biodiversité. Il y a des questions comme est-ce que vous tournez dans un milieu naturel? Et si oui, est-ce que vous avez fait une analyse d'impact du lieu? Est-ce que vous êtes rapproché des gestionnaires de territoire? On lance au début juillet un guide des tournages en milieu naturel, justement. Et le label permet de calculer son score d'éco-production, qui est un complément au bilan carbone, en fait. Et qui a un complément plus positif. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de gens qui commencent à faire des bilans carbone parce qu'ils y sont obligés, et qui derrière viennent nous voir et disent oui mais bon maintenant j'ai calculé, mais comment je fais pour réduire, comment est-ce que j'agis concrètement? Et donc là ils peuvent se tourner vers le label, et la bonne nouvelle c'est qu'ils peuvent se faire certifier par un auditeur qui est AFNOR Certification à partir du mois de septembre. Et donc, ils vont pouvoir prouver qu'ils ont engagé une démarche vertueuse. Et donc, c'est aussi dans quelque chose de très positif, puisqu'une fois qu'il y aura une réglementation, parce qu'elle va venir, et voilà, ils seront prêts. Et en plus, ils pourront montrer qu'ils ont été pionniers et qu'ils ont anticipé la réglementation, justement. Max, est-ce que c'est envisageable de votre côté de développer des outils? Alors vous en avez déjà parlé en mettant en relation avec les acteurs locaux, des matériaux spécifiques, mais est-ce qu'on peut vraiment remonter en avant, même au moment du scénario, j'allais dire presque, de la réalisation, quoi? Oui, il y a deux choses. Il y a évidemment toute la partie par rapport au scénario, au développement du film en amont. Et nous, on arrive à une partie où on commence vraiment à le début de la fabrication du film. Au plus tôt on se met dans cette fabrication à envisager tous les impacts environnementaux du film futur, au mieux on va réussir à les gérer. C'est pour l'instant, comme on disait, le travail de l'éco-référent, mais on sait aujourd'hui que c'est pas quelqu'un à qui on donne toute la préparation du film. Voilà. Par contre, de plus en plus, on avance avec des producteurs, des régisseurs généraux, des gens qui commencent très tôt dans la préparation du film, qui ont déjà eu 2-3 expériences sur des projets et qui se rendent compte qu'en fait, c'est pas beaucoup plus compliqué, et certains producteurs se rendent compte que ça peut être moins cher aussi. Donc à partir du moment où on a un poste où on peut sauver de l'argent, ça intéresse beaucoup plus de monde. Et ça joue souvent beaucoup dans les esprits. Il y a un sujet qui reste extrêmement délicat, et il faut qu'on le dise aujourd'hui, c'est la diffusion. C'est-à-dire qu'on peut faire du travail d'écriture en amont, du travail de développement en amont. On va être assez au clair sur la partie de fabrication, puisque c'est celle qu'on va maîtriser le plus vite et le plus simplement possible. La partie diffusion des œuvres reste un sujet qui est extrêmement complexe, pour lequel aujourd'hui on a des outils incomplets, et surtout on ne peut pas rendre les producteurs responsables de l'impact de la diffusion de l'œuvre qu'ils auront produite. Donc c'est pour dire que en fait on avance effectivement étape par étape, qu'il faut que dans le cycle de vie d'un film, d'une série, d'une pub, d'un documentaire, d'un film d'animation, d'un jeu vidéo, il faut qu'on se pose toutes ces questions. Aujourd'hui, on a commencé par l'étape de la prod, qui est celle qu'on peut rapidement maîtriser. Le reste va nécessiter d'autres développements et des outils qui seraient capables d'embrasser la totalité du cycle de vie d'une œuvre. Bon, c'est pas encore pour demain. Chaque chose en son temps. Oui, Alissa, après j'ai une petite question pour Patrick. Je voulais juste rajouter quelque chose sur la notion de scénario et de prendre le sujet très en amont. Je pense que c'est essentiel, et on essaie vraiment aussi d'aller former, d'aller sensibiliser des scénaristes et des producteurs et productrices, parce que finalement c'est ce duo-là qui derrière est responsable de beaucoup de décisions de toutes les décisions en fait qui vont se faire derrière.
Et je voulais revenir sur la publicité. On en a parlé un peu tout à l'heure. Là, on est plus sur l'audiovisuel et le cinéma. Mais on développe notamment avec les régies pub de Canal une sorte d'étiquette carbone qui permet au moment du brief, en fait, de dire voilà, j'ai 3 briefs, 3 budgets, 3 concepts artistiques différents et 3 budgets carbone, 3 empreintes carbone prévisionnelles différentes, et de prendre en compte cet enjeu-là dès le moment du brief pour dire oui, d'accord, tu peux aller tourner en Afrique du Sud, ça te coûtera peut-être moins cher parce que les salaires coûtent moins cher là-bas. Par contre, ton empreinte carbone elle est 2 fois plus élevée que si tu tournes en France. Et ça, c'est intéressant en fait, parce que c'est à ce moment-là que les décisions elles se prennent. Une fois que les décisions a été prise d'aller en Afrique du Sud, on peut trier les déchets, on peut mettre des gourdes, on peut faire des choses, mais finalement, le plus gros des impacts, il se fait en amont. Patrick, est-ce qu'on peut imaginer que ça change vraiment le cinéma et le secteur de l'audiovisuel, j'allais dire en termes de pratique, évidemment, puis vous l'avez dit à plusieurs reprises que ça peut être moins coûteux et parfois mieux, je reprends vos termes sur l'alimentation, sur des choses comme ça. Est-ce que ça peut aussi avoir un impact sur le contenu même des films? C'est des choses que je voulais savoir. De votre côté, votre impression? Oui, ça c'est une question assez récurrente. La réponse du ministère là-dessus, c'est... le ministère, pas plus que le CNC, ne juge sur les œuvres sur leur contenu. Il ne dit pas ceci est un bon film parce que c'était le bon scénario au bon moment, ou on aimerait que votre œuvre parle de ceci ou cela. Il n'y a pas d'art officiel en France. Voilà, il y en a plus. C'est rassurant. Ce qui est une bonne chose. C'est la liberté, une bonne chose. et même plutôt l'inverse. C'est-à-dire que le ministère, le CNC, enfin le ministère, est le garant de la liberté de la création. Garant de la liberté de la création. Et, chaque jour, on se rend compte que ce n'est pas un acquis intangible pour toujours. Hein. Soyons vigilantes, chérissons cela et protégeons cette liberté de création. C'est notre rôle. Mais ce n'était pas le sens de ma question, j'entends vous avez bien. compris. Mais bien sûr, mais en revanche, moi, je suis persuadé, vraiment, pour le voir déjà, enfin, ça se constate, enfin, les œuvres dans lesquelles il y a eu cette préoccupation d'éco-production sont des œuvres qui aussi, de manière peut-être plus fine, plus diffuse, plus indirecte, mais quand même, sont sensibles, ont cette sensibilité. Et franchement, les gens qui ont la sensibilité de l'un, probablement ont la sensibilité de l'autre. Donc ceux qui ont fait un scénario qui porte là-dessus, on peut l'espérer, s'intéressent après, dans l'étape suivante, vont pousser quand même sur des solutions qui vont dans ce sens-là. Je pense que les deux marchent ensemble, les deux marchent bien ensemble. Et que si on est très bon sur l'éco-production, ça va faire, on crée un espace aussi, on prouve que c'est possible de faire des œuvres très vertueuses sur ce terrain de la production dans le respect de l'environnement. Et donc, probablement, ça crée des espaces de création riches et intéressants qu'on peut investir de scénarios qui sont sur ces thématiques. Ouais. Et les changements de pratique, oui, Alissa? Pardon, juste pour aller dans ce sens, c'était vraiment l'objectif du prix qu'on a lancé l'année dernière au Festival de Cannes. Donc, c'est un prix qui récompense pas une œuvre pour son contenu, puisqu'on ne regarde même pas les films pour donner le prix. C'est vraiment un prix qui vient récompenser l'éco-production des films présentés lors du Festival de Cannes, qui est quand même un des plus grands festivals au monde. Donc on peut considérer que tous les films qui sont présentés à ce festival sont de grande qualité. Et cette année, donc pour la deuxième édition, on avait 11 films qui se sont portés candidats au prix et qui ont vraiment fait beaucoup d'efforts sur la réduction de la consommation d'énergie, sur la relocalisation des tournages, sur l'éco-conception des décors. On a un des films qui a eu le prix, qui est La Chimère d'Alice Rohrwacher, par exemple, donner une seconde vie à 75% des costumes. Et ça, c'est des choses... ça ne rend pas le film moins bon, au contraire, ça fait qu'on se pose des questions pendant le tournage avec et qu'on met plus de sens aussi dans ce qu'on fait. Max et Leslie, vous voyez un peu ce genre de pratique qui commence à se développer? Oui, je pense qu'on va de plus en plus vers ça, c'est-à-dire qu'on voit des modèles aussi aux États-Unis et en Angleterre où, en plus de la comptabilisation carbone, on commence à compter également les donations qui ont lieu pendant le tournage. Donc on a certains films qui sortent et qui disent ce film a émis autant de carbone et a donné autant de repas, a recyclé autant de costumes ou donné autant de costumes à des associations, etc.
Si on prend l'exemple, alors moi je tiens à dire que les réalisateurs et le couple réalisateur-producteur, ils sont capables d'inventer des modèles, et ils font preuve d'audace en la matière, qui est vraiment, c'est à remarquer, et c'est remarquable. Si on prend par exemple le prochain film de Nicolas Vanier, C'est le monde à l'envers, il a tenté l'expérience d'avoir un tournage sans énergie fossile directe. Donc vous imaginez le travail de préparation qu'il a fallu faire pour que justement ça fonctionne de cette manière. On verra au terme du tournage si justement il est parvenu à atteindre son objectif. Mais je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que de ces initiatives-là, très innovantes, eh bien, on va pouvoir aussi tirer des enseignements. Et forcément, quand on fait un film zéro énergie fossile direct, on se pose des questions sur le contenu. Je rebondis sur ce qui a été évoqué par rapport à la pub. Il faut aussi que chacun d'entre nous, on ait conscience que les bureaux d'accueil des tournages en région sont en train de référencer et d'identifier aussi bien les prestataires qui peuvent avoir une démarche responsable et durable, mais aussi des sites qui peuvent permettre d'éviter d'aller tourner à l'autre bout du monde, alors qu'on a en France des territoires qui peuvent répondre à des attentes de certains décors naturels. Donc c'est aussi tout un système qui se met en branle pour accompagner une filière et faire en sorte qu'on soit dans une logique beaucoup plus cohérente qu'auparavant. Après les sites industriels clés en main, on a les sites cinématographiques clés en main, en quelque sorte. Oui, Patrick ? Non, mais pour rebondir, parce que ça touche à un autre enjeu qui est celui du ministère de la Culture. C'est-à-dire si on se rend compte, ce qu'on voit dans les films, si on voit dans les films des paysages incroyables, on se dit « Ah, mais ça, c'est la Nouvelle-Zélande, ou c'est pas quoi, l'Afrique du Sud. » Non, c'est l'Ardèche. Voilà. Voilà. Du coup, c'est aussi une assez bonne nouvelle, parce que ça veut dire que les gens vont peut-être prendre le train pour aller en Ardèche plutôt que de prendre l'avion pour aller en Nouvelle-Zélande, ce qui est une assez bonne nouvelle, me semble-t-il, en termes de bilan carbone, sur les imaginaires qu'on propulse, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour le patrimoine, les espaces naturels en France. Ok, je voulais voir s'il y avait des questions dans le public, s'il y a des précisions, des questions par rapport à notre cinéma. Est-ce qu'il y a il faut que je vous amène le micro. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'ai 3 questions que je vais poser très rapidement. Promis, je suis vraiment rapide. La première, c'est concernant le métier d'éco-référent qui n'a pas encore d'existence légale. Enfin, en tout cas, c'est pas un métier officiellement reconnu. Je voulais savoir s'il y avait un calendrier, quelque chose de prévu pour lui donner existence tangible. La deuxième question, ça concerne les efforts qui sont tournages, et je pense notamment aux postes où on crée des décors, aux costumes, aux décors, pardon, et vous n'avez pas peur qu'il y ait une stigmatisation qui soit faite sur ces chefs de poste et que du coup elles soient tenues de faire plus d'efforts, d'économies au détriment des salaires par exemple des productions recrutent moins d'équipes. Et non mais voilà, et je voulais savoir quel était le garde-fou du CNC. Voilà. Et la dernière question, c'est vraiment une troisième question, mon téléphone s'est éteint. C'était savoir si vous aviez envisagé une sorte d'éco-taxation pour les plateformes, les diffuseurs, en fait, je pense aux plateformes en ligne évidemment, parce qu'on a plus, on peut mesurer peut-être l'impact en fait, si elles acceptent de donner leurs données. Merci beaucoup. 3 questions en une, c'est de l'écologie aussi. Alors, de la parole. Sur les éco-référents. Aujourd'hui, devenir éco-référent, c'est une certification, en tout cas pour ce qui est proposé par la CPNEF, c'est une certification professionnelle. Ça veut dire qu'en fait, un technicien, on prend un chef d'éco, un éclairagiste, un régisseur, il peut avoir cette certification, ce n'est pas un métier. Donc c'est une compétence supplémentaire. En faire un métier voudrait dire que les partenaires sociaux, donc les syndicats de salariés, les syndicats du patronat, se sont entendus pour créer un poste supplémentaire qui intégrerait la convention collective de la production cinématographique ou de la production audiovisuelle. Donc là, ça dépasse très largement les compétences du CNC. Vous le savez, en France, le dialogue social appartient aux partenaires sociaux. Et nous, on est très vigilants à ça, c'est-à-dire qu'on accompagne les partenaires sociaux en tant qu'observateurs des filières et des conventions collectives, mais en aucun cas, nous ne sommes prescripteurs à cet endroit-là. Donc ça, c'est une première chose.
La deuxième chose, quels sont les garde-fous? C'est-à-dire, autant on a des contreparties aux aides publiques en demandant désormais des bilans carbone. Vous êtes très bien placé pour savoir que le CNC est très fort pour proposer des contreparties, puisque l'obligation de suivi de la formation en violences sexistes et sexuelles rentre aussi dans ces contreparties. L'ADN du CNC, c'est vous avez de l'argent public, vous devez respecter 1. les obligations sociales, 2. les obligations fiscales, et désormais toute une série de nouvelles obligations. Et les obligations sociales, c'est le respect du Code du travail, c'est le respect de la convention collective et des minima sociaux du point de vue des salaires. Donc de ce point de vue-là, et croyez-en mon expérience, les syndicats savent très bien faire remonter les situations où il y aurait eu, sur certains tournages, un non-respect des obligations salariales ou des minima sociaux. Donc, de ce point de vue-là, je n'ai aucune inquiétude par rapport à celle que vous formuliez, justement. Est-ce que les efforts qui pourraient être faits en matière d'éco-production ne nous amèneraient pas à baisser les salaires? Et sur les plateformes? Alors, sur les plateformes, je te laisse répondre. Ministère qui... Patrick, peut-être. J'avais aussi un mot sur la deuxième question. Moi, je pense que ce qui est sous-jacent, c'est le fait de... Enfin, il faut se le dire, les crises climatiques, de la biodiversité et de ressources percutent nos sociétés, nos économies, et elles vont percuter, c'est déjà le cas, ça va devenir plus net avec le temps qui s'avance, vont percuter ce qu'on appelle nos modèles de fonctionnement, modèles économiques du tournage, de la production, comme le modèle des musées, comme le modèle de la scène de théâtre, etc. Ça va changer très fondamentalement la manière dont ça fonctionne. Et donc ça va changer très fondamentalement les métiers. Et donc un point de vigilance absolu du ministère de la Culture, on est très attentif à ça, c'est d'identifier à quel endroit ça va taper d'abord pour éviter justement les impacts qui seraient des impacts sociaux, qui fragiliseraient telle ou telle profession, tel ou tel corps de métier, et puis qui fragiliseraient par ailleurs l'accès de toutes et tous à la culture, la participation de tous et tous, la diffusion, la présence de la culture partout sur le territoire, autant de sujets qui sont des sujets fondamentaux dans les politiques culturelles. Donc on est très attentif à ça, mais oui, bien sûr, comme on est face à des événements assez majeurs, les changements vont être majeurs, et donc il faut qu'on anticipe. C'est à ça aussi que sert le travail qui est fait par le CNC et par d'autres dans d'autres secteurs culturels. Il faut qu'on anticipe ce qui va nous arriver et qu'on le traite. Sur la partie taxation des plateformes, je n'ai pas d'annonce à faire sur le sujet aujourd'hui, mais en revanche, une interrogation qu'on avait, enfin quelque chose qui nous est remonté en travaillant sur ces sujets, notamment sur les plateformes et l'impact écologique du numérique culturel, c'est de se dire, c'est peut-être des choses assez bêtes, mais aujourd'hui, si vous consommez des contenus culturels sur un écran, sur la taille de l'écran, en fait, ça vous est poussé à la meilleure qualité. Est-ce réellement nécessaire d'avoir une excellente qualité que votre œil ne verra pas, hein? La qualité augmente, l'œil, lui, ne progresse pas dans sa capacité à regarder l'image. C'est toujours le même œil que l'œil de nos ancêtres d'il y a quelques dizaines de milliers d'années. Et donc, du coup, peut-être que les plateformes pourraient être incitées, accompagnées, escortées vers l'idée que non, peut-être le format de consommation des vidéos sur un tout petit écran n'a pas besoin d'être très très qualitatif. Ça, c'est une question, par exemple. En tout cas, c'est un débat, c'est un sujet qui nous est arrivé, qui mérite au moins qu'on s'y attarde. C'est peut-être une manière de faire qui est assez simple, assez indolore pour tout le monde et qui pourrait aller dans la bonne direction, avant d'aller dans la direction de taxation, qui est quand même un marteau compliqué. Et par ailleurs, ils contribuent à la production. Alors, c'est pas sur une question écologique, mais ils contribuent, comme vous savez, les plateformes contribuent maintenant à l'exception, pour résumer, à l'exception culturelle, à la production en France de contenu audiovisuel. Donc c'est des questions encore, de nombreuses questions qui se posent encore. Je vous remercie beaucoup en tout cas pour cette table ronde qui était très très riche d'enseignements, de perspectives, d'outils sur tout ce qu'on peut faire donc, dans le secteur audiovisuel en matière de transition écologique. Merci beaucoup, c'est pas terminé. On va avoir d'ici quelques minutes des pitchs sur des solutions innovantes pour nourrir justement ce secteur dans ce domaine.